Je vais revenir avec vous sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec la tentative d'assassinat de Donald Trump pendant un meeting en Pennsylvanie. Je voulais revenir avec vous là-dessus parce que certains d'entre vous le savent, je suis moitié américaine, je vote donc aussi aux États-Unis et je voulais vous partager mon point de vue sur toute cette affaire, sur le traitement médiatique, sur les services secrets, le tireur, etc., etc. Tout d'abord, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut que être frappé par cette personnalité hors du commun. Il me rappelle un petit peu Bernard Tapie dans ce côté force, lion, battant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas encore une fois. C'est une force de la nature, c'est un homme qui vient de recevoir une balle dans son oreille, il est en sang, il ne sait pas s'il y a d'autres tireurs, il ne sait pas ce qui se passe avec l'adrénaline, le choc que ça doit donner, et il se lève et il dit à tout le monde fight, fight, fight. Voilà, ça montre quand même un trait de personnalité qui est assez hors du commun. Je pense que 99% des gens n'auraient pas réagi comme ça, et encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme de type alpha, comme on pourrait dire, et c'est quelqu'un qui a vraiment un tempérament de leader, de battant. Et ça, je pense que personne ne pourra le contester, qu'on l'aime encore une fois ou qu'on ne l'aime pas. Ensuite, ça impacte évidemment la campagne électorale parce qu'après ça, il y a forcément un engouement particulier de la part de ses fans, des républicains de son parti, et puis peut-être de gens un petit peu indécis qui font un comparatif entre l'attitude d'un Joe Biden qui malheureusement est dans un état physique, il est très âgé et donc il a plus totalement possession en tout cas on dirait qu'il n'a plus totalement possession de ses moyens, et un Donald Trump qui a 76 ou 78 ans et qui se fait tirer dessus et qui se relève immédiatement et qui repart au combat tout de suite. Voilà, il y a vraiment un contraste visuel là-dedans. Ensuite, on peut voir dans cette histoire les polémiques autour des services secrets américains. On a tous dans l'imaginaire collectif des services secrets qui seraient les meilleurs au monde et on ne peut pas comprendre comment ça a pu arriver, comment le service de sécurité, comment les services secrets, il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où, on l'a vu en France, les satellites arrivent à avoir des pousses de 1 cm dans des champs d'agriculteurs et contrôler la pousse des végétaux par des satellites, et on ne voit pas sur un toit blanc un tireur avec une arme aussi massive à quelques centaines de mètres du podium d'un ancien président des États-Unis. Ça paraît quand même assez hallucinant. Et donc, il y a des polémiques, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations, des interrogations qui, moi, je pense, sont totalement légitimes. Évidemment, tous les journalistes habituels, faux fact-checkers vont vous dire, oui, attention, conspiration, théorie du complot, mais il n'y a pas de théorie du complot. Ça, c'est un gros fail. On ne peut pas ne pas avoir vu cet individu monter, escalader un immeuble, arriver sur un toit avec une arme, peut-être une échelle pour pouvoir monter, des témoins qui ont prévenu les forces de police à plusieurs reprises. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit des gens témoigner. Il y a même une vidéo de plusieurs minutes où on voit des gens regarder et le tireur était dans une ligne de mire directe des spectateurs du meeting. Donc ça semble assez fou que la police non seulement ne l'ait pas vu et en plus, après avoir été interpellé par des témoins, n'ait pas agi plus vite. Parce qu'apparemment, j'ai lu les infos récentes des dernières heures et ils disent que oui, un policier a été confronté, le tireur, mais que le tireur l'a menacé, donc il est reparti. Mais il y avait des snipers sur les autres bâtiments et ça paraît incroyable qu'il ne l'ait pas vu étant donné qu'il n'y avait pas énormément de bâtiments, que le toit était blanc, qu'il ne se cachait pas tellement, il bougeait, on le voit sur des vidéos de témoins. Donc ça paraît totalement fou. Le temps de réaction des snipers et des services secrets et des autres services de police paraît extrêmement long, même si ça se compte en minutes, c'est extrêmement long, et il y a eu une réponse qui ne s'est faite qu'après les premiers tirs. Donc ça interroge, et certaines informations sont sorties aujourd'hui, disant que dans le bâtiment sur lequel il était rempli d'un team de contre-snipers, c'est-à-dire qu'il y avait des forces de police à l'intérieur même de ce bâtiment, apparemment. C'est ce qui est dit dans certains médias. Et donc, comment la police qui était à l'intérieur du bâtiment et aux alentours de ce bâtiment n'ont pas vu
cet homme arriver avec ou un sac ou son arme, une échelle, monter, grimper, alors que des témoins, des spectateurs lambda pouvaient le voir. Ça paraît fou. Ça paraît absolument fou. Comment est-il monté là-haut? Voilà, ça paraît dingue. À quel moment a-t-il réussi? Quel repérage il a fait? Parce que, en fait, apparemment, c'était le seul immeuble sur lequel il n'y avait pas de sniper aux alentours, puisqu'ils étaient à l'intérieur. Il y avait un team à l'intérieur de ce bâtiment. Et les snipers étaient sur les autres. Si vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ou dans des journaux la cartographie de l'endroit, ça paraît fou, en fait, qu'il ait pu monter là-dessus. Ensuite, le tireur lui-même, on a reçu des informations sur le tireur lui-même. C'est un jeune homme de 20 ans, donc qui n'a jamais encore pu voter aux États-Unis, puisque aux dernières présidentielles, il était trop jeune. C'est un homme dont on a dit qu'il était enregistré en tant que républicain, sauf que n'importe qui, évidemment, pourrait s'enregistrer en tant que républicain. Il y a eu aussi des papiers qui ont montré qu'il a fait une donation, donc c'est assez contradictoire, c'est encore assez flou, l'enquête est ouverte et on aura certainement plus d'éléments au fur et à mesure, mais en tout cas, il a fait une donation de apparemment plusieurs dizaines de dollars à une organisation qui serait par contre beaucoup plus proche des démocrates et qui, cette organisation soutenait plutôt Biden. Donc c'est encore flou à ce stade. Ils disent qu'il avait un t-shirt avec qui faisait la promotion d'une organisation qui pousse le port d'armes, etc. Sauf que bon, ça paraît... tout paraît un peu gros et il va falloir attendre les résultats plus précis de l'enquête. Pendant quelques heures, le FBI avait annoncé qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans son téléphone. Donc, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux en disant « Mais attendez, vous avez les systèmes technologiques les plus perfectionnés au monde pour ouvrir les codes de n'importe quoi et pour rentrer dans des téléphones. Ils ont même espionné des chefs d'État étrangers, mais un gamin de 20 ans, vous n'arrivez pas à rentrer sur son téléphone. » Bon, bref, finalement, ils ont annoncé, le FBI était rentré dans le téléphone de l'individu, mais qui n'ont pas trouvé en fait d'éléments qui pourraient éclairer sur ses motivations. En tout cas, ses motivations étaient apparemment de tuer l'ancien président, puisque on va pas sur un toit avec une arme de ce genre pour, je sais pas, pour faire autre chose que ça. Donc voilà ce qu'on sait sur lui. On sait aussi que ses parents, ils ont découvert que ses parents travaillaient dans les services sociaux en Pennsylvanie, tous les deux. Et qu'ils ont retrouvé aussi des explosifs dans sa voiture et avec un détonateur qu'il avait sur lui et donc voilà, des explosifs dans sa voiture. Malheureusement, dans cette affaire, Donald Trump s'en est sorti, mais il y a eu un mort et 2 blessés. Donc le mort, c'est un ancien chef des pompiers qui s'appelle Corey Comparatore et cet homme est mort en héros parce qu'en fait il a projeté sa femme et sa fille au sol quand il a compris qu'il y avait des coups de feu. Il les a projetés au sol et les a recouverts de son propre corps pour les sauver. Donc c'est un véritable héros qui donne tout son sens à la devise des pompiers en France, sauver ou périr. Lui, il a donc donné sa vie pour protéger sa famille et ça a ému vraiment tous les États-Unis. Peu importe le bord politique, ça a été vraiment une grosse émotion parce que voilà, un homme bien sous tout rapport qui a pris une balle perdue par la haine de quelqu'un qui a voulu assassiner un ancien président. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que de demander ou vouloir la mort de quelqu'un et carrément prendre une arme pour le tuer, c'est vraiment le summum de la haine. Donc on ne peut pas dire qu'on lutte contre la haine en tuant quelqu'un comme ça. C'est totalement contradictoire. Donc il y a aussi 2 autres hommes blessés, dont un de plus de 70 ans, qui ont été aussi blessés en dommage collatéral de cette tentative d'assassinat. Je voulais aussi vous parler du traitement médiatique qui a été absolument ubuesque. C'est-à-dire qu'on a vu des journaux et même sur le fil d'actualité Twitter, X, de ces grands journaux américains. Alors on a eu tout droit à toutes les versions. On a eu le droit à Trump a été évacué de la scène après des bruits forts et secs. On a eu le droit à il a été évacué de la scène après être tombé. Non mais
ils ont rivalisé d'originalité pour ne pas avoir à dire que c'était une tentative d'assassinat dans les premiers moments, alors qu'il y avait déjà des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'on va vérifier les informations, mais ça a duré des heures avant qu'ils n'utilisent le terme de tentative d'assassinat. Et on voit qu'il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème au niveau des couvertures médiatiques qui sont totalement biaisées et qui vraiment déforment la réalité le plus longtemps possible, en fait. Et tout ça dans le même temps qu'ils dénoncent la désinformation et la lutte contre la désinformation, etc. etc. Donc ça, c'est absolument dingue. En France aussi, il y a eu une couverture médiatique un petit peu à deux vitesses avec certaines personnes qui presque se réjouissaient de cette tentative d'assassinat. C'est quand même assez fou. C'est quand même un événement majeur et les États-Unis ont connu beaucoup de tentatives d'assassinat et des assassinats de présidents. On peut repenser tous à JFK. Donc les Américains sont assez traumatisés par ce genre d'événement. C'est évidemment pas à prendre à la légère et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président, c'est pas une raison pour essayer de l'assassiner. Donc tout ça, c'était assez fou, cette couverture médiatique qui de toute façon en temps normal est aussi extrêmement binaire, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal et il y a une espèce de haine homologuée pour les gens qui votent mal ou pour les candidats que les médias n'aiment pas. Et on a vu beaucoup, il y a eu des montages qui sont aussi passés sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'acteurs, de personnalités très connues, de personnalités politiques connues. Même Biden qui a fait il y a quelques jours une déclaration en disant qu'il fallait mettre Donald Trump dans le viseur et il a aujourd'hui regretté d'avoir dit ça, évidemment, parce que à force d'avoir ce champ lexical extrêmement violent, et ben au final ça finit par inciter des gens à passer à l'acte et on voit ce que ça donne. Et donc il y a eu des personnalités, des acteurs, mais aussi en France où on a pu voir des humoristes, des présentateurs se laisser aller sur des antennes et là l'ARCOM ne dit rien à dire qu'il souhaiterait la mort de Donald Trump dans le passé. On a pu les voir dire ça et là tout d'un coup l'ARCOM ne dit rien. Donc ça c'est quand même absolument dingue. On peut appeler au meurtre de quelqu'un, donc si il n'est pas dans le camp du bien, et ça ne pose aucun problème. Donc voilà, moi ça me semble fou. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai jamais voté Trump, donc je suis très à l'aise de le dire, mais le niveau de haine commence vraiment à m'effrayer et je trouve qu'il y a des choses inacceptables dans le débat public et que toutes les limites sont franchies, toutes les digues ont sauté et avec Trump, mais aussi avec l'époque des gilets jaunes, du Covid, où vraiment on a entendu sur des plateaux télé des choses absolument hallucinantes et indécentes et indignes et contraires à toute morale. Et ce qui est fou, c'est que c'est les plus grands donneurs de leçons qui ont ce genre de discours. Donc ça, c'est dingue. Et je voulais vous expliquer aussi le mode de scrutin aux États-Unis. En fait, la polarisation. Donc, comme je vous disais à l'instant que moi, j'ai jamais voté Trump, mais en fait, des gens comme moi qui auparavant étaient plutôt démocrates, mais aujourd'hui se sentent perdus parce qu'en fait, le parti démocrate pour moi a été braqué par des courants beaucoup trop woke et beaucoup trop extrémistes. Et donc, je me retrouve un peu orpheline parce que je ne suis pas républicaine. Il y a beaucoup d'évangélistes, il y a une polarisation extrême, il y a des positions vraiment extrêmes sur l'avortement, sur tout ça, dans lesquelles je ne me reconnais pas chez les républicains. Mais je ne me reconnais plus non plus chez les démocrates. Et comme la présidentielle aux États-Unis est un mode de scrutin à un tour, il n'y a que 2 partis majeurs et il y a d'autres candidats qui peuvent se présenter en indépendant, comme Robert Kennedy Jr. qui là se présente en tant qu'indépendant et qui voudrait être la 3e voie. Sauf qu'en fait, comme c'est un scrutin à un tour, les gens votent utile et donc votent soit plutôt démocrate, soit plutôt républicain. Et puis, et ça s'arrête là. Donc c'est extrêmement difficile de voir un candidat indépendant émerger en fait. Même quand on adhère à ces propos. Donc je voulais vous parler de ça. Je voulais vous dire donc qu'à cause de ça, tout a glissé vers la gauche chez les démocrates. Donc beaucoup de gens ne se sentent plus représentés dans le champ politique américain. Les gens sont extrêmement antagonisés. Tout est très binaire, très polarisé. Les gens se détestent. Il y a une haine entre les deux camps qui est hallucinante. Il y a une nazification de Trump, une déshumanisation. On voit ça aussi en France. On a vraiment une façon
façon de traiter médiatiquement le parti républicain, et même quand on n'adhère pas à ce parti, on n'est pas obligé de les nazifier ou de les déshumaniser, parce qu'en déshumanisant, finalement, on donne une espèce de permis d'agir comme ça et de faire des tentatives d'assassinat. Tacitement, ça le permet, parce que quand on nazifie les gens, voilà ce qui se passe. Et donc voilà, il y a eu aussi une polémique dans le champ politique démocrate, parce qu'en fait, ils appliquent quelque chose qu'ils appellent le DEI, Diversity, Equity, Inclusion, donc diversité, équité, inclusion. C'est un programme qui vise à mettre des quotas de minorité, des quotas de diversité, d'équité, d'inclusivité. Et donc, on arrive dans les services secrets à une chef des services secrets qui est une femme. Bon, voilà, c'est une femme, c'est comme ça. Et ils sont pour appliquer ce DEI, dont même McKinsey, vous pouvez regarder sur Internet, faisait la promotion. Le World Economic Forum aussi fait la promotion de ce DEI et de ce plan pour la diversité absolue et cette discrimination positive et ces quotas de minorités, donc dont des femmes dans les services secrets. Et leur objectif est de faire engager 30% de femmes dans les services secrets. Et donc ça fait polémique parce que on a vu certaines réactions, certains individus pendant la tentative d'assassinat, des femmes qui sont dans les services secrets et on les voyait un peu pas forcément très professionnelles, elles n'arrivaient pas à remettre leur arme à leur place, ou elles se cachaient elles-mêmes au lieu de protéger Donald Trump. Enfin voilà, et donc ça a fait un petit peu polémique aux États-Unis, cette histoire-là. Et pour finir, je voulais juste dire quand même que ce Trump, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quand même absolument incroyable. Le lendemain matin, il a joué au golf. Et, on a tenté de l'assassiner, il avait l'oreille abîmée, il est parti jouer au golf le lendemain matin. Et le lendemain soir, il était officiellement intronisé comme candidat des Républicains. Et il a fait ce meeting énorme où il a annoncé son vice-président, mais 24 heures après une tentative d'assassinat. Voilà, c'est quand même assez hallucinant comme personnalité. Je sais pas qui d'autre pourrait faire ça, et finalement ça fait réfléchir, et je pense que ça crée un engouement autour de lui, parce que les gens en général, dont moi, on en a marre du blabla à l'infini des politiciens qui déjà ne s'appliquent jamais leurs leçons de morale et de conduite à eux-mêmes, et en plus qui n'incarnent jamais ce qu'ils disent. Lui, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans ce moment, on l'a vu incarner dans son action ce qu'il prône pour les États-Unis. Et il y avait dans cet instant une adéquation entre sa parole et ses actes, et ça pouvait pas être prémédité de sa part, puisque il devait être dans un brouillard, dans un choc total, et puis de la douleur, etc. Et il s'est quand même levé et il est reparti tout de suite au combat, et il s'est dépoussiéré et il est reparti, et il a continué sa vie comme si de rien n'était. Il y a peu de gens qui seraient capables de faire ça. Je vous dis, moi, ça me fait penser à une personnalité comme Bernard Tapie, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur une pièce de théâtre, et vraiment cet homme-là, il m'a impressionné. On se rappelle de lui quand il a été attaqué dans sa maison, et le lendemain, il avait déjà digéré l'histoire alors qu'il était encore physiquement marqué de bleu, etc. C'était incroyable. En tout cas, voilà, je voulais faire un petit débrief avec vous de tout ça pour vous donner mon point de vue en tant que franco-américaine, et donc en tant que citoyenne américaine aussi. Je vous embrasse, à bientôt.